Le soir du réveillon de Noël, mon fils m'a annoncé qu'il n'y avait pas de place pour moi à sa table et m'a suggéré de rentrer simplement chez moi pour passer les fêtes seul. J'ai ravalé mes larmes et remercié silencieusement le ciel de ne pas lui avoir encore remis le chèque de 100 000 € que j'avais économisé durant toutes ces années pour lui offrir. Le chèque était toujours dans mon sac à main, juste à côté du dernier lambeau de dignité qu'il me restait. Mais cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Le lendemain matin, je n'ai laissé qu'une lettre sur le pas de sa porte, et quand il l'a lue, il a hurlé de désespoir. La matinée du 24 décembre avait pourtant commencé comme toutes les autres. Je m'étais levée à 6 heures, comme je le faisais depuis ma retraite après 40 ans de carrière en tant que professeur de français. Le soleil n'était pas encore levé, mais j'étais déjà dans la cuisine pour préparer la bûche de Noël traditionnelle que mon fils Julien avait toujours adorée. Cette année devait être spéciale. Après une vie d'épargne, après avoir vendu la maison où j'avais élevé mon fils seul suite au décès prématuré de mon mari, j'avais enfin réussi à réunir une somme capable de changer sa vie, 100 000 €. En préparant la crème au beurre, j'imaginais le visage rayonnant de Julien lorsqu'il ouvrirait l'enveloppe contenant ce chèque. Julien avait 45 ans aujourd'hui et rêvait toujours d'ouvrir son propre restaurant gastronomique, mais il n'avait jamais eu le capital nécessaire. Sa femme, Sandrine, que j'avais rencontrée seulement 3 ans plus tôt lors de leur mariage, était toujours restée distante, mais cela ne me dérangeait pas. Je me disais qu'avoir une belle-mère à 38 ans n'était pas chose facile. J'ai terminé ma pâtisserie, puis j'ai choisi ma robe bleu marine et le collier de perles de ma mère pour la soirée. Le taxi que j'avais commandé est arrivé à l'heure pile pour m'emmener de mon petit appartement vers le quartier huppé de la banlieue lyonnaise où vivait Julien, à environ 40 minutes de là. Pendant le trajet, mon cœur battait la chamade. Dans mon sac, outre l'enveloppe, se trouvaient quelques petits cadeaux pour Sandrine et ses parents. Je ne les avais jamais rencontrés, je ne les avais vus qu'en photo. Julien disait toujours qu'ils étaient des gens influents, son père était un promoteur immobilier prospère et sa mère une avocate de renom. Quand le taxi s'est arrêté devant la villa de Julien, je suis restée pétrifiée. Toute la façade brillait de décorations lumineuses et, à travers les grandes baies vitrées, je pouvais voir de nombreux invités, bien plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai payé le chauffeur et j'ai porté avec précaution le plat de la bûche et le sac de cadeaux jusqu'à la porte. J'ai sonné, lissant nerveusement mes cheveux gris que j'avais fait coiffer au salon le matin même. La porte s'est ouverte sur Julien. Son visage, d'ordinaire chaleureux, semblait tendu. « Maman », a-t-il dit, sans m'embrasser comme il le faisait d'habitude. « Tu es en avance. » « Il est 18 heures, ai-je répondu, confuse. Julien a jeté un coup d'œil à l'intérieur, puis est sorti sur le perron en refermant la porte à moitié derrière lui. « Maman, il y a eu un imprévu. Les parents de Sandrine ont amené des partenaires d'affaires importants et la table est déjà complète. » Sa voix s'est éteinte. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. « Complète, ai-je chuchoté. Ces gens sont vraiment cruciaux pour ma carrière, maman. Je voulais t'appeler, mais j'ai été pris par les préparatifs. » Il a baissé les yeux vers le plat dans mes mains. « Tu as apporté la bûche. Je vais la prendre. Sandrine sera ravie de la servir aux invités. » À l'intérieur, les rires et la musique de Noël résonnaient. J'ai essayé de rester digne, même si mes yeux me brûlaient. « Julien, je suis ta mère. »« Je sais, maman, » a-t-il dit avec impatience. « Mais tu ne veux pas gâcher cette soirée importante pour moi, n'est-ce pas? On fêtera ça un autre jour, je te le promets. » Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte en grand et Sandrine est apparue dans une splendide robe rouge. « Oh, Madame Françoise, quelle surprise !» a-t-elle dit avec un sourire mielleux, avant de se tourner vers Julien, son expression se durcissant. « Chérie, mes parents demandent ce vin spécial. »« J'arrive », a-t-il répondu rapidement, soulagé par l'interruption. Se tournant vers moi, il a ajouté, « Maman, je suis vraiment désolé, mais ce soir, ce n'est pas possible. Rentre chez toi. Je t'appelle demain. » Il m'a pris la bûche des mains. Sandrine s'était déjà détournée. « Joyeux Noël, maman », a-t-il lancé. Et avant que je ne puisse dire un mot, la porte s'est refermée. Je suis restée là, à fixer cette porte close alors que le vent glacial de décembre me glaçait les os. Par la fenêtre,
j'ai vu Julien tendre la bûche à Sandrine, qui l'a posée sur une table luxueusement décorée. Autour d'elle, des invités élégants discutaient joyeusement. Au centre de la pièce trônait un sapin magnifique, bien plus grandiose que tout ce que j'avais pu lui offrir quand il était jeune. J'ai reculé sous le choc en entendant quelqu'un demander assez fort pour que j'entende, qui était à la porte, Julien. Personne d'important, a répondu mon fils tout en versant du vin dans des verres en cristal. Je n'étais personne d'important pour lui. Le trajet du retour fut un brouillard. Je ne me souviens pas d'avoir appelé un autre taxi, j'ai juste marché sans but jusqu'à en trouver un. Le chauffeur me regardait dans le rétroviseur, voyant probablement ma détresse. J'ai seulement murmuré mon adresse et je me suis tue. Personne d'important. Les mots de mon fils résonnaient dans ma tête, chaque répétition étant comme un coup de couteau au cœur. Après 45 ans, après chaque sacrifice, je n'étais rien. Le taxi s'est arrêté devant mon vieil immeuble. J'ai payé la course et j'ai monté les escaliers lentement, l'ascenseur étant en panne depuis des semaines. Quand j'ai ouvert ma porte, l'obscurité et le silence m'ont accueilli comme de vieux amis. Je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis assise dans la lueur blafarde de la rue. Mon petit sapin de Noël se tenait dans le coin avec quelques cadeaux pour les voisins et d'anciens collègues, mais aucun pour moi. J'ai sorti l'enveloppe. 100 000 €, le résultat de décennies d'épargne, de déjeuners sautés, de voyages reportés et de robes jamais achetées. Tout cela pour que mon fils puisse réaliser un rêve qui, apparemment, ne m'incluait pas. Quelque chose en moi a basculé. La douleur a laissé place à une clarté que je n'avais jamais connue. Toute ma vie, j'avais fait passer les autres en premier, surtout Julien. Quand mon mari est mort et que Julien n'avait que 8 ans, j'avais promis qu'il ne manquerait de rien. J'avais cumulé 2 emplois, économisé chaque centime, sacrifié ma jeunesse pour être traité comme un objet jetable un soir de Noël. Je me suis dirigée vers mon bureau, j'ai allumé la lampe et j'ai sorti du papier et un stylo. Les mots ont coulé d'eux-mêmes. Mon cher Julien, pendant 45 ans, tu as été le centre de mon monde. Chaque décision, chaque sacrifice que j'ai fait était pour toi. Ce soir, je comptais te faire un cadeau, le fruit d'une vie de travail et d'épargne, 100 000 € pour ouvrir ton restaurant. Mais quand tu m'as dit qu'il n'y avait pas de place pour moi à ta table, j'ai réalisé qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter le respect et l'amour qu'un fils devrait naturellement ressentir pour sa mère. Personne d'important, as-tu dit. Peut-être as-tu raison. Je ne suis peut-être pas importante pour toi, mais je le suis assez pour être la propriétaire de la maison où tu vis. En même temps que cette lettre, tu trouveras un avis d'expulsion formel. Cette maison est à mon nom et l'a toujours été. Je l'ai achetée en pensant à ton avenir, mais je vois maintenant que ce n'était qu'un sacrifice de plus pour quelqu'un qui ne m'accorde aucune valeur. Tu as 30 jours pour libérer les lieux. Ne gaspille pas d'argent en avocat, tous les documents sont en règle. Puisqu'il n'y avait pas de place pour moi à ta table de Noël, j'ai décidé qu'il n'y aurait plus de place pour toi dans ma maison. L'argent que j'avais économisé pour toi, ainsi que le produit de la vente de la maison, sera désormais utilisé pour autre chose, vivre ma propre vie. Je vais voyager, voir les endroits dont j'ai toujours rêvé et faire les choses que j'ai reportées pendant des décennies en faisant passer tes besoins avant les miens. Ne me cherche pas. Quand je serai prête, je te contacterai. Joyeux Noël de la part de la mère que tu as jugée indigne d'un siège à ta table, mais assez importante pour posséder le toit au-dessus de ta tête. J'ai relu la lettre plusieurs fois, les larmes coulant sur mon visage. Je l'ai pliée soigneusement, je l'ai scellée dans une enveloppe et je l'ai placée dans mon sac. Avant l'aube, je la déposerai à la porte de Julien. J'ai regardé autour de moi mon petit appartement plein de souvenirs mais si vide de vie. Plus rien ne me retenait ici. Mon fils avait son propre monde, un monde sans place pour moi. Mes parents étaient partis depuis longtemps. Les amis s'étaient éloignés avec le temps. J'étais totalement seule ce soir de Noël. Mais au lieu du désespoir, j'ai ressenti un soulagement. Le poids de 45 ans de sacrifice pour les autres s'est enfin levé de mes épaules. Je suis allée dans ma chambre et j'ai sorti la vieille valise du placard. La dernière fois que je l'avais utilisée, c'était il y a plus de 10 ans pour un voyage scolaire. Je l'ai posée sur le lit et j'ai emballé quelques articles essentiels. Le reste, je l'achèterai en route. En pliant mes vêtements,
une pensée inattendue a pris forme, quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer 24 heures plus tôt. La nuit de Noël s'est passée tranquillement. Je n'ai pas dormi, j'ai seulement planifié ce que j'allais faire ensuite. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et je me suis habillée avec soin, comme pour une occasion spéciale, et d'une certaine manière, c'en était une. C'était le premier jour du reste de ma vie. Le trajet jusqu'à la maison de Julien s'est fait en silence. Je serrais fermement l'enveloppe contre moi. Le chauffeur âgé, qui m'avait déjà conduite, n'a posé aucune question. Il a simplement conduit. Peut-être trouvait-il étrange qu'une femme de 70 ans sorte le lendemain de Noël juste pour livrer une lettre, mais il n'a rien dit. La ville était calme, les lumières de Noël étaient encore suspendues, mais leur éclat s'estompait. Quand le taxi s'est arrêté devant la maison qui m'appartenait autrefois, j'ai remarqué 2 voitures supplémentaires dans l'allée, l'une appartenant aux parents de Sandrine, l'autre probablement à l'un de leurs invités importants. Je reviens tout de suite. Veuillez m'attendre, ai-je dit au chauffeur. Je suis sortie, tenant l'enveloppe tremblante à la main. À l'intérieur se trouvait la lettre et l'avis d'expulsion officiel. La maison où mon fils et ma belle-fille vivaient avait toujours été à mon nom. Ce qui était autrefois un investissement pour son avenir était maintenant mon instrument de liberté et peut-être la leçon la plus dure qu'il n'aurait jamais à apprendre. Je n'avais pas dormi de la nuit. Ces paroles cruelles résonnaient encore dans ma tête. Il n'y a pas de place pour toi, maman. L'image de ma bûche emportée à l'intérieur alors que la porte se fermait au nez repassait dans mon esprit. Personne d'important, avait dit mon fils. Ces mots brûlaient comme un fer rouge. J'ai marché lentement vers la porte, sentant tout le poids de mes 70 ans et de chaque décision qui m'avait mené ici. J'ai soigneusement glissé l'enveloppe sous le paillasson, laissant un coin visible. J'ai sonné à la porte, puis je me suis retourné vers le taxi. Je ne voulais pas voir le visage de Julien, ni celui de Sandrine, ni celui de ces invités importants qui avaient pris ma place. De retour dans la voiture, j'ai demandé au chauffeur d'attendre encore un peu. « Madame, est-ce que ça va ?» a-t-il demandé en remarquant mes mains tremblantes. « Ça va », ai-je répondu, bien que ma voix tremble. Je veux juste m'assurer qu'il récupère la lettre. Quelques minutes ont passé. J'ai commencé à penser que je devrais peut-être partir et laisser mon avocat s'occuper du reste. Mais la porte s'est ouverte. Julien est sorti, encore en peignoir, probablement pour chercher le journal. Il s'est baissé, a vu l'enveloppe et l'a ramassée d'un air intrigué. Là, sur le perron, il l'a déchirée, a sorti les papiers et a commencé à lire. J'ai regardé le changement sur son visage comme au ralenti, la confusion, l'incrédulité, le choc et enfin la rage. Son expression d'ordinaire calme s'est tordue de fureur. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-il crié assez fort pour que je l'entende à travers la vitre fermée du taxi. « C'est une plaisanterie ?» Julien a descendu l'allée en trombe, regardant frénétiquement autour de lui. Ses yeux ont trouvé le taxi, pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. « Maman !» a-t-il hurlé en courant vers la voiture, les papiers froissés à la main. « Tu as perdu la tête ?» Le chauffeur m'a regardé nerveusement. « Dois-je partir maintenant, madame ?» a-t-il demandé. « Roulez » ai-je dit doucement, bien que mon cœur batte comme un tambour. La voiture a commencé à bouger, mais Julien était presque sur nous, frappant à la vitre. « Tu ne peux pas faire ça. Cette maison est à moi. Tu l'as promis. » Sa voix était un mélange de colère et de désespoir. « Espèce de vieille ingrate, après tout ce que j'ai fait pour toi, » hurlait-il. Un sourire amer a effleuré mes lèvres. Sandrine est apparue à la porte, encore en pyjama, suivie de ses parents élégamment vêtus. Ils regardaient la scène, choqués. « Qu'est-ce qui se passe ?» j'ai entendu la voix perçante de Sandrine. « Ma mère est devenue folle » hurlait Julien en agitant les papiers. « Elle nous expulse. Elle nous donne 30 jours pour partir. » Le taxi a accéléré, laissant derrière lui l'image de mon fils dans son peignoir coûteux, hurlant comme un enfant privé de son jouet. L'avis d'expulsion flottait dans sa main comme un drapeau blanc à l'envers, non pas de reddition, mais de guerre. Alors que la voiture tournait au coin de la rue, mon téléphone a vibré. Julien. Je l'ai ignoré. Il a sonné à nouveau. Sandrine. Je l'ai éteint complètement.
À l'aéroport, s'il vous plaît, ai-je dit au chauffeur, ma voix étonnamment calme. J'ai un vol pour Lisbonne dans quelques heures. Alors que le taxi s'éloignait du quartier riche où mon fils avait vécu temporairement, j'ai sorti de mon sac le chèque de 100 000 € que j'avais autrefois prévu de lui donner. Je l'ai déchiré en 2, puis en 4, puis en 8. C'était fini. L'argent que j'avais économisé pendant des décennies servirait désormais à commencer ma nouvelle vie. Quant à la maison, mon avocat s'occuperait de la vente une fois le délai d'expulsion expiré. Julien et Sandrine devraient trouver un endroit qu'ils pourraient réellement se payer, un endroit qui, ironiquement, n'aurait peut-être pas de place pour tous leurs invités importants. J'ai regardé par la fenêtre le ciel clair du matin de Noël. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti la douceur de la liberté, plus douce que n'importe quelle bûche de Noël que j'avais pu cuisiner. J'ai sorti mon téléphone. Ma liste de contacts ne comptait que 4 numéros, Julien, ma voisine Marthe, ma vieille amie Hélène et le restaurant de sushi où je commandais parfois. J'ai éteint le téléphone et je l'ai rangé. À partir de ce moment-là, je disparaîtrai de leur monde. À l'aéroport, je me suis dirigée vers le premier comptoir de compagnie aérienne que j'ai vu. La jeune employée a souri. « Bonjour madame, comment puis-je vous aider ? » « J'aimerais un billet pour le premier vol disponible, » ai-je dit. « Pour quelle destination ? » a-t-elle demandé. J'ai hésité un instant. « N'importe où, tant que c'est loin d'ici. » Elle a semblé surprise, puis son sourire s'est élargi. « Nous avons un vol pour Lisbonne dans 2 heures. Il reste encore quelques places. » Lisbonne, ai-je répété doucement. Quand j'étais plus jeune, je rêvais de visiter le Portugal, le pays de mes grands-parents. C'était le bon endroit pour commencer mon nouveau voyage. Très bien, je le prends. Pendant qu'elle traitait ma réservation, j'ai regardé autour de moi, des familles revenant de vacances, des couples se tenant par la main, des enfants riant, et moi, une femme de 70 ans sur le point de se lancer dans la plus grande aventure de sa vie, complètement seule. J'aurais dû avoir peur, mais à la place, j'ai ressenti de la paix. Peut-être parce que pour la première fois de ma vie, je faisais ce qui était juste pour moi. Mon billet en main et ma valise enregistrée, j'ai passé la sécurité et je me suis dirigée vers la porte d'embarquement. En attendant, mes pensées sont allées vers Julien. Avait-il lu ma lettre maintenant ? Essayait-il de m'appeler à nouveau ? Une partie de moi espérait qu'il souffrait, qu'il puisse ressentir ne serait-ce qu'une fraction de la douleur qu'il m'avait infligée. Mais une autre partie, celle qui serait toujours une mère, espérait que mon absence le ferait réfléchir et enfin grandir. L'annonce de l'embarquement a interrompu mes pensées. Je me suis levée, j'ai ajusté mon manteau et je suis montée à bord du vol qui m'emmènerait loin de tout ce qui m'était familier. Installée côté hublot, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé une dernière fois l'aéroport de ma ville, l'endroit où j'avais vécu toute ma vie, où j'avais élevé mon fils, enterré mon mari et enseigné à des générations d'élèves. Alors que l'avion commençait à rouler sur la piste, une larme unique a glissé sur ma joue. Ce n'était pas de la tristesse, mais un adieu, la fermeture d'un chapitre. Quand l'avion a enfin décollé, un calme étrange m'a envahi. Alors que la ville devenait de plus en plus petite sous les ailes, j'ai pensé au chèque de 100 000 €. L'argent que j'avais autrefois économisé pour mon fils serait désormais utilisé pour mon propre bonheur. Un bonheur tardif, mais qui était enfin le mien. Lisbonne ne serait que le début. Après cela, peut-être Paris, Rome, Athènes, tous ces endroits que j'avais rêvé de voir mais que je n'avais jamais osé visiter parce que j'étais trop occupée à vivre pour les rêves de mon fils. J'ai fermé les yeux, pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai souri sincèrement. L'avenir était incertain, mais il n'appartenait qu'à moi. Lisbonne m'a accueilli avec un ciel d'hiver bleu éclatant. Dès que je suis sortie de l'aéroport, l'air pur a rempli mes poumons d'un sentiment de renouveau. J'ai pris un taxi jusqu'à un petit hôtel que j'avais réservé pendant le vol, un endroit charmant au cœur du vieux quartier de l'Alfama. La réceptionniste, une femme d'environ mon âge, a souri chaleureusement. « C'est votre première fois à Lisbonne ?» a-t-elle demandé. « C'est la première fois que je quitte mon pays », ai-je répondu. Elle a semblé surprise, puis son sourire s'est agrandi. Cela en fait une occasion très spéciale. Je vais vous donner une chambre avec vue sur le Tage. Quand je suis entrée dans la chambre et que j'ai tiré les rideaux,
j'ai eu le souffle coupé. Le fleuve s'étendait devant moi, la lumière du soleil scintillant sur l'eau comme des millions de diamants dansants. Au loin, le pont du 25 avril me rappelait le Golden Gate de San Francisco, un endroit que je n'avais vu qu'en photo. Je me suis assise sur la chaise près de la fenêtre, fascinée, comme si toute la ville me murmurait « Tu es arrivé tard, mais tu es enfin là ». Ce soir-là, je suis sortie seule. Les rues étroites et sinueuses de l'Alfama ressemblaient à un labyrinthe, charmant et plein de vie. J'ai trouvé un petit restaurant où une femme chantait du fado, sa voix mélancolique se mêlant à chaque souffle d'air. J'ai commandé une morue grillée et un verre de vin blanc, le savourant lentement dans l'atmosphère chaleureuse et intime. Pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Julien. La distance physique semblait avoir étiré la distance émotionnelle. Ce n'était pas que je l'avais oublié, ce serait impossible, mais la douleur s'était adoucie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai exploré chaque coin de Lisbonne, visitant le château Saint-Georges surplombant la ville, flânant dans les quartiers élégants comme le Chiado et Principe Réal, goûtant au fameux pastéis de Belém, traversant le fleuve pour voir la statue du Christ roi. Partout où j'allais, je rencontrais des gens aimables, des touristes comme moi ou des habitants avec qui je partageais de brèves et agréables conversations. Je n'étais plus la mère de Julien. J'étais simplement Françoise, une femme découvrant le monde. 2 semaines plus tard, j'ai décidé qu'il était temps de continuer. Toute l'Europe s'offrait à moi et j'avais les moyens de tout voir. J'ai choisi Paris, la ville lumière, qui m'avait toujours fascinée à travers les livres que j'avais lus. J'ai réservé un billet de train. Je voulais regarder le paysage changer lentement en chemin, chose qu'un avion ne pourrait jamais offrir. La nuit avant mon départ, j'ai allumé mon téléphone pour la première fois depuis mon départ de France. L'écran s'est illuminé de dizaines de messages vocaux et de mais, tous de Julien. Mon cœur s'est serré. J'ai pensé à écouter, peut-être à lire quelques lignes, mais alors les mots « personne d'important » et cette porte de Noël claquant au néon jaillit dans mon esprit. J'ai éteint le téléphone à nouveau. Je n'étais pas prête. Peut-être ne le serais-je jamais. Le lendemain matin, je suis montée dans le train pour Paris avec un cœur plus léger que jamais. Par la fenêtre, le monde défilait comme un film, des champs verts, de petits villages, des montagnes lointaines. À chaque kilomètre, je sentais que je m'éloignais de la personne que j'étais autrefois et que je me rapprochais de la femme que j'étais en train de devenir. Paris a dépassé toutes mes attentes. La Tour Eiffel, le Louvre, Notre-Dame, encore en restauration après l'incendie, et Montmartre, tout semblait sortir tout droit d'un rêve. J'ai séjourné dans un petit hôtel du Marais, un quartier animé où chaque coin de rue portait le souffle de l'histoire. Dans un café près de l'hôtel, j'ai rencontré Marie, une veuve française d'environ mon âge. Elle est devenue ma première véritable amie dans ce nouveau chapitre de ma vie. Marie m'a montré un côté de Paris que peu de touristes voient, des librairies cachées, des jardins secrets et les meilleurs endroits pour regarder le coucher du soleil sur la Seine. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, m'a dit Marie un après-midi alors que nous partagions un thé dans son appartement douillet. Mon mari est mort il y a 5 ans et je pensais que ma vie était finie, mais j'ai réalisé qu'il me restait encore tant à vivre. Ces paroles sont restées gravées en moi. À 70 ans, moi aussi, j'avais encore beaucoup de chemin devant moi et j'étais déterminée à le vivre pleinement. Le temps a passé et j'ai continué mon voyage à travers l'Europe. Après Paris est venu Rome, avec ses ruines antiques et ses églises magnifiques. Puis Florence, où l'art de la Renaissance m'a coupé le souffle. Venise avec ses canaux sinueux. Barcelone avec l'architecture fantastique de Gaudí. Amsterdam avec ses musées extraordinaires. Dans chaque ville, je me construisais une petite routine, trouvant un café pour le petit déjeuner, discutant avec les serveurs, découvrant des coins cachés loin des foules. Je ne me sentais plus comme une étrangère. Le monde entier était devenu ma maison. À Vienne, environ 6 mois après avoir quitté ma ville, j'ai enfin trouvé le courage de rallumer mon téléphone. Assise dans un café élégant le long de la Ringstrasse avec une part de Sachertorte devant moi, je l'ai mis sous tension. Des centaines de notifications sont apparues. Des messages et des appels vocaux de Julien devenant de plus en plus désespérés avec le temps. Même un email de Sandrine, chose à laquelle je ne m'attendais pas. Les mains tremblantes, j'ai ouvert le premier email. Maman,
Où es-tu? S'il te plaît, appelle-moi. Je suis tellement inquiet. J'ai lu les suivants, chaque fois plus frénétiques. Une semaine plus tard, maman, j'ai vérifié tous les hôpitaux de la ville. Je suis allé à ton appartement, j'ai parlé à tes voisins. Personne ne sait où tu es parti. S'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. Un mois plus tard, maman, j'ai engagé un détective privé. Il a découvert que tu t'étais envolé pour Lisbonne. Je pense y aller. J'ai besoin de te voir pour m'excuser, s'il te plaît, réponds-moi. Les messages vocaux étaient encore plus difficiles à écouter. Dans le premier message, Julien semblait en colère. Maman, c'est quoi ce délire d'expulsion? Tu ne peux pas faire ça. Rappelle-moi immédiatement. Mais dans les suivants, sa voix tremblait, se brisant entre deux sanglots. Maman, s'il te plaît. L'agence immobilière nous a contactés. Sandrine panique. Ses parents sont furieux. Ils disent que je suis un idiot de ne pas avoir mis la maison à mon nom. S'il te plaît, parle-moi. 2 semaines plus tard, un autre message est arrivé, les avocats ont confirmé. La maison est entièrement à toi. Je ne peux rien faire. Nous cherchons un autre endroit, mais c'est dur de trouver quelque chose de décent avec ce que je gagne au restaurant. Sandrine menace de retourner chez ses parents. Maman, je t'en supplie, ne fais pas ça. Le dernier, vieux de seulement 3 jours, disait, Maman, je ne sais pas si tu reçois ces messages. Peut-être as-tu changé de numéro. Peut-être m'ignores-tu. Je ne t'en voudrais pas. Ce que j'ai fait le soir du réveillon était impardonnable. J'ai toujours fait passer les autres avant toi, mes amis, Sandrine, ses parents. Je pensais que tu serais toujours là, peu importe la façon dont je te traitais. Quelle erreur terrible. Nous avons dû quitter la maison. Nous vivons dans un appartement beaucoup plus petit maintenant. Sandrine ne le supporte pas et a demandé le divorce. Ses parents me parlent à peine. Le restaurant ne marche pas bien. Je pense que je vais devoir le vendre. Maman, si tu entends ça, je veux juste que tu saches que je t'aime et que je suis plus désolée que les mots ne pourront jamais l'exprimer. Des larmes coulaient sur mes joues en écoutant la voix de mon fils. Le serveur s'est approché, inquiet, en me tendant une serviette. « Est-ce que tout va bien, madame ?» a-t-il demandé en anglais hésitant. « Oui, » ai-je chuchoté en essuyant mes larmes. « Juste des nouvelles de la maison. » Je suis restée assise là pendant un long moment, laissant ces paroles pénétrer en moi. Julien semblait vraiment repentant, changé par mon absence et les conséquences de ses actes. Une partie de moi ressentait une satisfaction amère. Mon fils apprenait enfin ce que cela signifiait de perdre quelque chose d'important, tout comme j'avais perdu ma place dans sa vie ce soir-là. Mais une autre partie de moi, la mère qui sommeillait, souffrait de sa douleur. Je n'avais pas voulu le détruire, seulement lui donner une leçon. Après mûre réflexion, j'ai écrit un seul email. Julien, je suis en sécurité. Ces derniers mois, j'ai voyagé à travers l'Europe, visitant les endroits dont j'ai toujours rêvé. Ce voyage m'a changé. J'ai entendu tes messages et je comprends que tu traverses des moments difficiles. En ce qui concerne la maison, ma décision reste la même. Elle sera vendue et l'argent sera utilisé pour mon avenir, cet avenir que j'ai reporté trop longtemps en privilégiant le tien. Je crois que tes remords sont réels et cela compte. Parfois, nous devons perdre quelque chose pour comprendre sa véritable valeur. Tu m'as perdu le soir où tu as dit qu'il n'y avait pas de place pour moi à ta table, que je n'étais pas importante. J'ai perdu le fils que je pensais avoir élevé, le garçon doux dont je me suis occupée après la mort de ton père. Peut-être qu'un jour nous pourrons reconstruire quelque chose de nouveau entre nous. Pas comme avant, mais quelque chose d'équilibré, basé sur le respect mutuel. J'ai besoin de plus de temps pour moi. Quand je serai prête, je te contacterai. Signé, Françoise. J'ai envoyé l'email et j'ai de nouveau éteint mon téléphone. Après avoir payé ma note, j'ai marché dans les rues de Vienne, me sentant à la fois plus légère et plus pensive. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai continué vers le nord de l'Europe, visitant Prague, Berlin, Copenhague, puis Stockholm. À chaque endroit, je pensais à Julien, me demandant comment il s'en sortait. Plusieurs fois, j'ai failli appeler,
mais je me suis toujours tenue. Ce n'était pas encore le moment. Puis, dans une petite ville côtière de Norvège, j'ai vu des aurores boréales pour la première fois. Des rubans verts et violets dansaient dans le ciel comme des esprits anciens, créant une scène d'une beauté à couper le souffle. À ce moment-là, j'ai réalisé que le vrai pardon, profond et inconditionnel, n'est pas seulement un cadeau que nous faisons aux autres, mais un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, les mains tremblantes de froid et d'émotion, et j'ai appelé Julien. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant qu'il ne réponde. « Allô » a-t-il dit prudemment, ne reconnaissant pas le numéro international. « Julien » ai-je dit, la voix brisée. « C'est moi. » Il y eut un silence, puis un souffle saccadé à l'autre bout du fil. « Maman ? C'est vraiment toi ? » « Oui, mon fils, » ai-je répondu, la voix plus assurée maintenant. « C'est moi. »« Oh mon Dieu, où es-tu ? Est-ce que tu vas bien ? Pourquoi n'as-tu pas appelé plus tôt ? » Ces questions se bousculaient. « Je suis en Norvège, » ai-je dit doucement. « Je regarde les aurores boréales, le spectacle le plus incroyable que j'ai jamais vu. »« La Norvège » a-t-il répété, étonné. « Maman, tu as voyagé dans le monde entier ? » Oui, ai-je dit doucement. J'ai vu les endroits dont j'ai toujours rêvé et j'ai découvert qui je suis, pas seulement ta mère. Cette fois, le silence dura plus longtemps. Quand Julien reprit enfin la parole, sa voix tremblait. J'ai tout gâché, n'est-ce pas ? Ce soir-là, tu es venu avec la bûche que tu faisais toujours pour moi, et je t'ai renvoyée. Oui, ai-je dit franchement. C'était douloureux, Julien. Plus douloureux que tout ce que j'ai jamais vécu. Maman, je ne me le pardonnerai jamais. Quand j'ai lu ta lettre, quand j'ai reçu l'avis d'expulsion, j'ai eu l'impression de me réveiller d'un cauchemar, pour réaliser que la réalité était pire. J'ai fermé les yeux, laissant les larmes couler librement. Au-dessus de moi, les aurores continuaient leur danse délicate. Qu'est-ce qui s'est passé après mon départ ? Ai-je demandé doucement. Tu as dit que tu avais dû déménager, que Sandrine avait demandé le divorce. Julien soupira profondément. Le lendemain de Noël, quand j'ai trouvé ta lettre et l'avis d'expulsion, j'ai paniqué. En te regardant partir dans ce taxi, je me suis sentie humiliée et terrifiée. J'ai essayé d'appeler, mais ton téléphone était éteint. Je suis allée à ton appartement, mais le voisin a dit que tu avais rendu les clés et déménagé. Il fit une pause, sa respiration inégale audible à travers la ligne. Quelques semaines plus tard, lorsqu'il réalisa que j'avais vraiment disparu, mon fils avait dû affronter la réalité. Il avait engagé un avocat, mais c'était inutile. La maison était entièrement à mon nom. L'accord entre nous n'était rien de plus que des mots. Ils avaient eu 30 jours pour évacuer les lieux. Et où es-tu allé après ça ? Ai-je demandé doucement. Nous avons loué un petit appartement de l'autre côté de la ville. Sandrine a détesté ça dès le premier jour. Elle était habituée au confort et à l'espace. Finalement, elle est retournée vivre chez ses parents il y a 2 mois. Je suis désolée, ai-je dit sincèrement. Je n'avais jamais voulu que mon fils souffre, seulement qu'il comprenne la valeur de l'amour et du respect. Ne t'excuse pas, répondit Julien, sa voix ferme, me surprenant. C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. J'ai réalisé que mon mariage était vide, tout comme la façon dont je t'ai traité ce soir de Noël, continua-t-il. Sandrine était avec moi pour le statut, l'argent et les apparences. Quand la maison a disparu et que la vie est devenue difficile, elle a lâché prise instantanément. Et le restaurant, ai-je demandé, me souvenant de son dernier message. Je l'ai vendu il y a 1 mois, dit-il. Ce qui me surprit le plus fut l'absence de tristesse dans sa voix. J'ai réalisé que ce n'était jamais vraiment mon rêve, maman, dit-il. J'ai ouvert ce restaurant pour impressionner les gens, pour avoir l'air de réussir aux yeux des parents de Sandrine et de tous ses soi-disant amis importants. J'ai souri doucement. Et qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je suis retourné à l'enseignement de la cuisine, dit-il, son ton laissant deviner un sourire. Tu te souviens quand j'étais adolescent ? À quel point j'aimais apprendre aux autres comment cuisiner. Maintenant, j'ai une petite classe, ce n'est pas luxueux, mais c'est à moi. Mes élèves sont des gens ordinaires qui aiment vraiment la nourriture,
pas le genre de personnes qui veulent juste prendre des photos pour les réseaux sociaux. Une vague de fierté monta dans ma poitrine. C'était le Julien que j'avais connu autrefois, le garçon que j'avais élevé de mes propres mains, honnête et chaleureux. C'est merveilleux, mon fils, ai-je dit chaleureusement. Nous sommes restés silencieux un moment, pensant tous les deux à quel point nos vies avaient changé. Est-ce que tu reviendras un jour, demanda-t-il doucement, sa voix fragile comme celle d'un enfant. J'ai levé les yeux vers le ciel nocturne où les aurores boréales dansaient toujours. Je ne sais pas encore, Julien. Ce voyage compte beaucoup pour moi. Je découvre des parties de moi-même dont j'ignorais l'existence. Je comprends, dit-il, bien que je puisse entendre la déception dans sa voix. Est-ce que tu penses que tu me pardonneras un jour ? La question était lourde, remplie à la fois d'espoir et de peur. Julien, dis-je calmement. Je suis sur le chemin du pardon. Mais pardonner ne signifie pas oublier ou revenir à ce qu'était la situation auparavant. Cela signifie choisir de ne pas laisser la douleur passer décider de mon avenir. Tu as tout à fait le droit de ne plus jamais me voir, dit-il, la voix tremblante. Ce n'est pas ça, répondis-je doucement. J'ai juste besoin de terminer ce voyage. J'ai besoin de découvrir qui est Françoise au-delà d'être la mère de Julien. Et qui est-elle ? Demanda-t-il calmement. J'ai souri en regardant le ciel rougeoyant. Elle est courageuse, curieuse, elle aime l'art et la musique, elle n'a pas peur de parler aux étrangers et elle peut trouver son chemin même dans des endroits où elle ne parle pas la langue. Tu as toujours été comme ça, maman, dit Julien doucement. C'est juste que je ne l'avais jamais vue. Les larmes me sont montées aux yeux à nouveau, mais cette fois c'étaient des larmes de réconciliation, pas d'amertume. À propos de l'argent de la vente de la maison, continuai-je, j'ai pris ma décision. C'est le tien, maman. Tu as tous les droits, dit Julien. Je vais acheter une petite maison au Portugal, lui ai-je dit. Près de la côte, non loin de Lisbonne, avec un jardin privé où je pourrais entendre l'océan le matin. Ça a l'air parfait, dit-il, et je pouvais entendre la sincérité dans sa voix. Si un jour tu veux venir me voir, ajoutai-je, il y aura toujours une chambre pour toi, une place à ma table. Je l'ai entendu s'étouffer d'émotion au téléphone. J'adorerais ça, maman. Je reviendrai pour régler quelques affaires, ai-je promis. Mais cette fois, je reviendrai selon mes propres conditions, en tant que femme que je suis en train de devenir, et pas seulement en tant que ta mère. J'ai hâte de rencontrer cette femme, dit Julien, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Nous avons discuté encore un peu avant de nous dire au revoir, en promettant de rester en contact plus souvent. Quand j'ai raccroché, j'ai eu l'impression qu'un cercle s'était enfin refermé, même s'il restait encore des pages blanches à écrire. L'argent de la vente de la maison, ainsi que les économies que j'avais mises de côté pour Julien pendant toutes ces années, seraient désormais utilisés pour moi-même. Je ne pouvais m'empêcher de voir l'ironie de la situation, la maison que j'avais achetée pour l'avenir de mon fils était devenue la clé de ma propre liberté émotionnelle et financière. Dans les mois qui ont suivi, Julien et moi sommes restés en contact régulier. Nous échangions des emails hebdomadaires et parfois des appels vidéo. Il me montrait ses cours de cuisine et les plats qu'il enseignait à ses élèves. Je lui parlais de mon voyage, des personnes que je rencontrais et des lieux que je visitais. Quand j'ai enfin trouvé la maison parfaite au Portugal, une petite demeure en pierre face à l'Atlantique, entourée de vieux oliviers, je lui ai envoyé des photos. Sa réponse m'a mis les larmes aux yeux, c'est l'endroit parfait pour toi, un nouveau départ. J'espère qu'un jour tu m'inviteras. Peut-être pour le prochain Noël. Je te promets que cette fois, il y aura de la place à table pour toi. J'ai souri. Le prochain Noël serait différent. Je ne serais plus assise seule dans une maison vide, ni rejetée de la célébration de mon propre fils. Ce serait le premier Noël de ma nouvelle vie, la vie que j'ai choisie pour moi-même. Cette fois, je ne serai pas seulement la mère de quelqu'un. Je serai Françoise, entière, indépendante et libre. Et si Julien tenait sa parole, s'il venait vraiment, il y aurait une place pour lui à ma table. Non pas parce qu'il était mon fils, mais parce qu'il était devenu quelqu'un digne d'être accueilli à nouveau. Quelqu'un qui avait appris à estimer les gens pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'ils donnent. Cette leçon a été douloureuse pour nous deux. Mais comme toutes les leçons les plus précieuses de la vie, elle était nécessaire.
Parfois, nous devons perdre quelque chose pour vraiment l'apprécier. Et parfois, nous devons nous éloigner du confort pour découvrir qui nous sommes réellement. Ce soir de Noël où j'étais assise seule dans cette maison vide s'est avéré être le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, le cadeau de me retrouver moi-même et d'enseigner à mon fils le vrai sens de la famille.